Eh bien, bonjour, bonjour à tout le monde. Ravi de vous retrouver sur ce webinaire du 1er juillet, donc premier jour des vacances. J'espère que tout le monde va bien et qu'il fait beau sur vos destinations. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Audrey pour un spécial saisonnier. Donc Audrey va nous donner toutes les clés pour optimiser justement l'accueil de nos vacanciers, l'accueil de toutes ces personnes qui vont venir en Occitanie. Sans plus tarder, Audrey, je te laisse la main. Allez, bien bonjour à tous et bienvenue donc en effet à ce webcam. Je vais vous partager immédiatement mon écran. Hop, et voici. Allez, donc aujourd'hui en effet, nous allons traiter ensemble de la dimension de l'accueil, du traitement de la demande des clients dans les offices de tourisme, à destination principalement bien sûr des saisonniers, mais je dirais même à destination de l'ensemble des conseillers en séjour, pour qui cela peut être aussi une bonne piqûre de rappel. Hop, vous voyez bien mon écran là? Oui, oui, c'est Oui. bien. Allez, on va commencer par une première question qui est en effet aujourd'hui, quelles sont les attentes du client quand il se rend dans un office de tourisme? C'est une question importante quand même qu'il faut à un moment donné se poser parce que aujourd'hui, on pourrait penser que le client est bien pour simplement chercher potentiellement de l'information. Or, ce que l'on sait, c'est que surtout, ce qu'il souhaite, c'est avoir des bons plans. Il veut effectivement des vacances au top. Il veut par moment aussi découvrir la destination de manière différente et surtout, il veut découvrir la destination avec le retour des personnes qui sont sur le territoire. Ça, c'est très important. Donc, il y a un temps d'échange avec le client, le visiteur, qui est orienté sur le conseil au regard de qui il est, de ce qu'il souhaite, et qui va être donc orienté pour lui fournir l'ensemble des bons plans pour lui permettre de passer des vacances exceptionnelles. Au regard, bien entendu, de cet objectif qui est de fournir à vos clients les bons plans pour les vacances au top, on va bien sûr traiter aujourd'hui de deux points, donc sur l'heure qui nous est consacrée. Le premier point que nous allons traiter et sur lequel on va travailler, c'est comment assurer pleinement une double mission. En effet, quand on est conseiller en séjour, on a une mission à la fois d'accueil, c'est-à-dire la manière de recevoir, la manière de se comporter, et puis une notion également de conseil, c'est ce dont on vient de parler, c'est la manière dont on va pouvoir traiter la demande qu'a formulée le client et surtout la manière dont on va pouvoir lui apporter des réponses et surtout des conseils pertinents au regard de ses choix de vacances. Et enfin, la deuxième partie traitera davantage de la notion de comment est-ce que je peux, à mon poste de conseiller en séjour, bien valoriser l'image de ma destination. Hop. Vous devez avoir conscience, vous, les conseillers en séjour, que vous êtes souvent la première personne que les vacanciers, les touristes, les clients rencontrent lorsqu'ils arrivent sur une destination. Et donc finalement, vous êtes la première impression qu'ils ont justement de cette destination. Ça, c'est vraiment le fondement même du conseiller en séjour. Il est donc important que vous véhiculez dès le premier contact le bon message, la bonne impression. Comment, bien évidemment, par une attitude, et on va revenir là-dessus, qui est adaptée. Et la principale attitude, bien sûr, qui est attendue, c'est le sourire que l'on va communiquer et véhiculer à l'ensemble des clients qui rentrent dans l'office de tourisme. Ensuite, dans, bien sûr, l'office de tourisme, on va attendre que le conseiller en séjour, il ait un savoir, une compétence liée à la connaissance et surtout la connaissance du territoire, la connaissance de la destination pour pouvoir fournir les bons plans à l'ensemble, bien sûr, des clients vacanciers touristes qui viennent et qui rentrent à l'office de tourisme ou que vous avez, bien sûr, par téléphone ou par email. Il est important que vous preniez aussi connaissance de toute cette destination. Pour ça, plusieurs outils sont à votre disposition. Déjà, un, vous pouvez potentiellement avoir des brochures, brochures éditées elles-mêmes par l'Office de tourisme, brochures d'appel, magazines, guides. Et vous avez également des brochures que les prestataires ont déposées auprès des offices de tourisme pour améliorer là aussi la diffusion de l'information. Et vous avez très probablement d'autres outils en interne, que ce soit un SIT, un système d'information touristique, dans lequel vous pouvez retrouver des infos. Et puis, bien entendu, vous avez l'ensemble de vos collègues de travail qui, permanents notamment, peuvent tout à fait vous aider à mieux comprendre, à mieux identifier la destination. Un petit conseil quand même supplémentaire pour bien connaître la destination, c'est aussi la vivre, la destination.
Et vivre la destination, c'est aussi aller vous-même faire des chemins de randonnée, aller visiter le musée, aller découvrir un lieu emblématique pour là aussi pouvoir bien prendre conscience et connaissance de votre destination. Toujours dans le savoir, il y a quand même aussi un autre élément qui est important, c'est ce qu'on appelle la bonne organisation. En effet, il est attendu du conseiller en séjour d'être organisé dans son fonctionnement. Et pour être bien organisé, d'ailleurs, vous avez à votre disposition plusieurs outils à votre disposition, comme notamment certaines procédures potentielles qui existent, hein, ou des méthodes de travail dans votre entreprise qui peuvent vous aider à réaliser telle ou telle tâche et donc à être mieux organisé et vous permettre ainsi d'être au plus près de la demande du client. Toujours dans le savoir, on a quand même la bonne utilisation aussi des outils qui va être importante. N'hésitez donc pas à demander à vos collègues de travail aussi comment fonctionne tel ou tel outil, comment est-ce que je dois aujourd'hui gérer ou traiter les demandes de mail, comment en effet je dois faire une recherche sur mon système d'information touristique. Et vous avez dans le pool, on va dire, de la compétence savoir du conseiller en séjour, donc en effet la connaissance de la destination, bien sûr la bonne utilisation des outils et on a vu également la gestion. Et puis après, bien entendu, une fois qu'on a ces trois éléments fondamentaux, que je connais mon territoire, que je suis organisée pour traiter la demande de mes clients, pour réaliser l'action qui m'est demandée. Et puis bien sûr, quand je sais utiliser les outils, ben, il va y avoir quand même une dimension, qui est la dimension dite du savoir-être, qui va également être indispensable pour le conseiller en séjour. Vous le comprenez dans la notion du savoir-être, d'abord et avant tout, il y a une demande qui est faite dans un office, je dirais dans tous les métiers de l'accueil, qui est déjà la bonne présentation. Dans la bonne présentation, je me permets de vous rappeler aussi qu'il y a la tenue que vous portez, tenue soit en effet qui est déjà fournie par l'Office de tourisme, tenue qui peut avoir un code ou une codification spécifique qui est demandée dans le règlement intérieur, et puis bien entendu, en tout cas pour la majorité d'offices de tourisme, dans la bonne présentation, il y a le port de votre badge qui fait partie concrètement des règles de votre fonction. Toujours dans le savoir-être, hein, une fois que bien sûr on a ce qu'on appelle la bonne présentation, hein, notamment le port de la tenue et une hygiène corporelle bien sûr qui va avec, il y a quand même un dernier point important dans le savoir-être. Vous le voyez bien entendu, c'est un beau sourire, mais ça vous le savez tous déjà, c'est quand même l'élément fondamental qui fait aujourd'hui passer et véhiculer le message de l'accueil. Donc on attend en effet du conseiller en séjour d'avoir le sourire vissé au bord des lèvres, de manière bien sûr sincère et honnête vis-à-vis de son client. Enfin, toujours dans le savoir-être, le dernier élément qu'on attend d'un conseiller en séjour, c'est savoir communiquer, parce que ça, c'est aussi un élément qui est important. Savoir présenter le message, savoir informer son client. Et vous allez voir, ça va d'ailleurs être un point sur lequel on va travailler ensemble. Si on résume, donc, le conseiller en séjour, il accueille une clientèle dans son office de tourisme qui a un besoin fondamental d'avoir ce qu'on appelle les bons plans pour des vacances au top, pour un séjour agréable, pour une découverte complète. Et pour ça, il y a deux grands piliers. Le savoir-faire, qui est composé, on l'a dit, donc de la connaissance de la destination, d'une bonne organisation de travail et de l'utilisation de l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition par l'Office de tourisme et pour lequel il y a à l'intérieur un livret d'accueil, des méthodologies, des tutos, des modes opératoires, tout un ensemble de documents qui vous permettent justement d'appuyer et d'asseoir correctement votre savoir-faire. Et puis, bien sûr, il y a la deuxième dimension qui est vraiment liée à votre savoir-être. Et là, on attend de vous donc la partie dite d'une bonne présentation avec le port du badge. Bien sûr, un beau sourire visé aux lèvres pour véhiculer le message d'accueil et bien sûr, savoir correctement communiquer. Parlons donc en effet de cette notion de la communication. Hop. Pardonnez-moi. Parfait. Au niveau de la communication, on va donc parler ensemble principalement de qu'est-ce que c'est concrètement que la communication. Alors, comme vous le voyez, la communication, on vous dit, c'est la manière de présenter des messages.
Bien communiquer concrètement, c'est faire en sorte que le message que vous allez recevoir ou que le message que le client va recevoir, pardon, est compris comme il a été envoyé. Or, on va s'apercevoir ensemble qu'il y a quand même souvent des pertes lorsque l'on communique. Voyons ensemble les pertes effectivement au travers d'un outil qui s'appelle le schéma de la communication. Lorsque vous communiquez, donc auprès d'un client, auprès d'un touriste, un office de tourisme, vous envoyez un message. Donc, vous, émetteur, vous envoyez le message avec ce qu'on appelle un système de référence. Ce système de référence, c'est ce qui vous compose, c'est-à-dire vos savoirs théoriques et techniques. On en a parlé tout à l'heure, c'est par exemple la connaissance de la destination, la connaissance des outils de l'office de tourisme, la connaissance du monde du tourisme hein, aussi, bien sûr. Ensuite, dans votre système de référence, il y a aussi tous les groupes d'appartenance socio-professionnels, religieux, moraux, politiques, qui également ont créé et ont fondé finalement votre système de référence. Et puis, bien sûr, le dernier élément, c'est ce qu'on appelle votre personnalité. Hein. Et vous le comprenez avec ce système de référence, ben, dans votre mode de communication, ça veut dire que vous avez quelque part une formulation qui est unique. Et lorsque, en effet, vous allez envoyer le message de l'information vers, on va le voir, un récepteur, vous allez utiliser un canal, hein, comme vous le voyez à l'écran, hein, le canal, c'est-à-dire un support de transmission de l'information. Et ce support, un peu comme une onde hein, que l'on transmet, il est composé de deux signaux principaux. Ces deux signaux principaux, c'est ce qu'on appelle le langage verbal, l'ensemble des mots que vous allez prononcer. Et puis, à côté, bien sûr, il y a le langage non verbal, c'est-à-dire ben, principalement l'attitude et la gestuelle que vous avez. Et donc, en effet, vous allez, hein, vous, euh, émetteur, envoyer avec votre système de référence, via le canal et le support de l'information, le message à votre client. Hop. Et vous allez donc le faire dans un environnement potentiel, et on le sait, qui est souvent bruyant. Hein, dans un office de tourisme, il y a du monde, il y a du bruit, il y a des enfants qui jouent. Et on va voir ensemble que quand même ces bruits, ces parasites, hein, comme on les appelle, ça a tendance à un peu couper la communication et à pas toujours aider en effet à la bonne compréhension, surtout quand en face de nous, ben, on a un message qui va être reçu par un récepteur, et le récepteur qui est lui-même, et vous le voyez à l'écran, composé de son propre système de référence, c'est-à-dire de ses propres savoirs théoriques et techniques. Est-ce la première fois qu'il vient sur la destination? Connaît-il déjà la destination? Donc, en effet, entre vous deux, déjà sur vos savoirs théoriques et techniques, il peut y avoir un écart qui peut ne pas favoriser une bonne communication. On a bien sûr tous les groupes d'appartenance socio-professionnels, moraux, religieux, politiques, toujours pareil, hein, qui vont composer et finalement former hein, le système des références de chaque individu et puis bien sûr la personnalité. Donc en fait, on se dit bien que quand même quand je communique, malgré le fait que la communication on en fait tous les jours, hein, chacun de nous, hein, pour autant quand on communique, on doit quand même se souvenir que en face de nous, nous avons des récepteurs qui ont des systèmes de référence différents des nôtres. Et qu'en plus de ça, quand je suis dans un office de tourisme, lorsque je transmets le message, il arrive souvent que le message soit coupé, justement à cause des bruits ou des parasites environnementaux qui vont faire que par moment, mon récepteur client, il écoute peu, il entend peu, il reçoit peu le message. Donc concrètement, on va se dire, OK, mais moi, conseillant de séjour, pour que le message que j'ai envoyé sur les 5-10 minutes de l'échange soit le plus performant possible, qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer que nous nous sommes bien compris? Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est assez simple. On doit prévoir ce qu'on appelle du feedback. Le feedback, c'est ce qu'on appelle le message retour. On doit générer un message retour avec notre client. Et pour générer ce message retour, ben, il est assez simple. On va parler de reformulation, on va parler de réajustement, de récapituler. Et vous l'entendez, donc en effet, l'outil qu'on utilise en communication, la reformulation, sert en effet de manière importante dans la compréhension du message que l'on a envoyé. Et ça nous permet ainsi de nous assurer, nous conseillers en séjour, que le message qu'on a envoyé, il a été reçu et compris comme on le souhaitait. Si on prenait un exemple, lorsque j'ai un client qui rentre dans l'office de tourisme et potentiellement qui me demanderait de manière assez simple où se trouve le musée, si je lui indique oralement
Voilà, vous sortez de l'office de tourisme, vous prenez à gauche, vous montez par la petite montée à côté de la mairie. Vous verrez, il y a un petit réverbère bleu. Et à gauche de ce réverbère bleu, il y a une petite montée là aussi, dans une petite ruelle. Et vous trouverez au bout de la ruelle le musée. Vous avez 80% de chance qu'au moment où le client passe à la porte, une fois qu'il a pris votre information, qu'il se pose la question suivante, est-ce que je dois prendre à droite ou est-ce que je dois prendre à gauche? En effet, dans la communication, vous avez délivré un message sans prendre en compte le système de référence du client, sans lui apporter du tout d'outils d'aide à la compréhension, sans avoir fait de feedback. Le client sort, il est perdu et il ne sait pas en effet où se trouve le musée. Donc, dans ma communication, je dois être très attentif à la manière dont je communique. Et puis, bien sûr, parlons ensemble quand même de cette notion de signaux non verbaux. Si j'arrête le partage de 3 secondes pour, en effet, essayer avec vous de mettre un peu en avant la notion du non-verbal, si je vous dis qu'est-ce que je suis contente d'animer ce webinaire aujourd'hui, est-ce que le message que je vous diffuse est un message que vous qualifieriez d'aimable ou de gentil? Alors malheureusement, dans nos webinaires, vous ne pouvez pas me répondre, mais je vois Véronique sourire et qui se dit très bien que là, c'est pas le message le plus aimable du monde que j'aurais pu fournir. En effet, qu'est-ce qui se passe lorsque je transmets ce message avec mes quelques petits talents d'actrice, parce qu'en webinaire, c'est pas facile, hein? Eh bien, tout simplement, je vous démontre l'inverse du message oral que je viens de prononcer. Je vous ai dit qu'est-ce que je suis contente d'animer ce webinaire. Donc, quelque part, les mots que j'ai utilisés sont positifs, contente d'animer le webinaire. Mais à côté de ça, je vais être plutôt fermée, le ton va être bas et vous allez comprendre l'inverse du message initial. Et ça, on va tout de suite le voir dans, bien sûr, le support PowerPoint, c'est que 93% de votre communication, vous devez bien le comprendre et bien l'entendre et bien surtout l'ancrer. 93% de votre com, elle est non verbale. C'est-à-dire concrètement que lorsque vous êtes dans ce système de communication, 7% de l'information reçue par le client, 7% c'est du verbal pur. Ça ne veut pas dire que les mots ne sont pas importants, loin de là. Ça veut juste dire que chacun d'entre nous, avec notre système de référence, comprenons les mots par moment de manière différente. Ou du moins, nous créons des images mentales qui sont différentes les uns des autres. Si autour, on était tous, pardonnez-moi, autour d'une table et qu'à chacun d'entre vous, je demandais qu'est-ce que vous entendez quand je dis chocolat, eh ben, certains me diraient gourmandise, d'autres me diraient chocolat chaud, d'autres me diraient effectivement tablette, d'autres moelleux, d'autres fondants. Bon, il est 9h21, j'avoue que ça donne un peu envie de petit déjeuner de parler autant de chocolat, mais vous le comprenez, chacun va se créer une image mentale. Donc c'est pour ça que lorsque je communique, le verbal pur, c'est 7%. Par contre, comme vous pouvez le voir, 55% de la communication, elle est liée au non-verbal. La respiration, la position, les gestes, les micro-gestes. Dans les micro-gestes, pensez bien qu'il y a tout ce qui concerne le regard, le sourire. Vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure du sourire. Ça, c'est important. C'est tous ces éléments qui vont véhiculer le message, faire comprendre le message que je vais envoyer. Et puis quand même, 38%, c'est le paraverbal. Et le paraverbal, c'est lié à tout ce qui est la sphère de la voix, c'est-à-dire le ton, le rythme, le débit, la rapidité. Et donc, l'ensemble, effectivement, du non-verbal et du paraverbal, ça fait que 93% de ma com, elle est non-verbale. Donc, lorsque j'ai une bonne connaissance de ma destination et que je suis capable, du coup, de bien présenter le territoire à mon client et surtout de lui présenter de manière attractive, eh bien, il va falloir quand même que je sois attentive au niveau de ma communication pour que le message soit véhiculé de la meilleure manière que ce soit. Et pour ça, ça passera par mon attitude non verbale. Malgré tout, comme je vous l'ai dit, la partie dite de, du verbal, pardonnez-moi, des 7% du verbal, elle est quand même importante. On ne va pas justement se dire que tout d'un coup, on n'a plus besoin des mots pour s'exprimer, bien au contraire, mais pour le coup, on va devoir quand même faire en sorte de transmettre autant que possible des messages clairs. Et pour transmettre des messages clairs, eh ben, on va voir ensemble que vous, en tant qu'émetteur, pour être compris et pour être écouté par le client qui est en face de vous sur cette courte durée,
eh ben, il est important dans le verbal que vous soyez attentif à s'exprimer de manière succincte, c'est-à-dire concrètement de faire des phrases courtes, mais utilisez également un langage qui est accessible, hein. Soyez vigilants là aussi, hein. Pas besoin d'utiliser des mots trop compliqués, notamment vis-à-vis de clientèle potentiellement étrangère que l'on peut accueillir dans les offices. Utilisez aussi des termes qui sont positifs dans les phrases. On vous dira toujours d'éviter tout ce qui est négation et qui va plutôt avoir un impact émotionnel négatif à l'encontre du client. Et puis, bien sûr, on va aussi essayer de comprendre et d'adapter le message à son interlocuteur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la partie dite du système de référence. Et puis, il y a quand même un point aussi qui est très important et on va aller bien sûr là-dessus tout de suite, c'est la notion de l'écoute. Parce qu'en effet, lorsque je communique, bien sûr, je m'exprime, mais je dois aussi être en écoute et collecter les informations pour pouvoir apporter des réponses les plus claires. Et puis, je vous ai mis à la fin, ne présuppose pas pour ton client. Ça, c'est très, très important. Ne pensez pas pour le client, ne pensez pas ce que veut le client. Et cela même si ça fait 15 fois, 20 fois, 30 fois que vous accueillez un client dans l'office, c'est qu'il vous pose à chaque fois la même question. Votre rôle en tant que conseiller en séjour, c'est, on va voir, d'utiliser des techniques d'écoute pour bien identifier son besoin. Et donc, si je reviens au tout début du webinaire, lui apporter les bons plans pour des vacances au top qui le conseillent. Parlons donc des techniques d'écoute efficaces. On va voir 3 techniques d'écoute efficaces. La première, c'est bien sûr montrer à son client en face à face, au desk, qu'on l'écoute, mais ça peut être aussi bien sûr lorsqu'on est au téléphone. On va quand même parler de la notion de la reformulation parce qu'elle est importante, on l'a vu dans le schéma de la communication, hein. Reformuler, c'est faire du feedback, c'est s'assurer du message retour, c'est s'assurer que nous nous sommes compris entre nous, conseillers en séjour, et clients. Plus on se comprend, plus le client profitera, bien entendu, des conseils qu'on lui a formulés. Et puis, bien sûr, la dernière partie des techniques d'écoute efficaces que nous allons voir ensemble, c'est la notion du questionnement et poser surtout les bonnes questions à ses clients. Comment est-ce qu'on montre une bonne écoute à son client? Assez simple, assez basique. Malgré tout, je trouvais qu'il était important qu'on le repositionne ensemble. Un visage tourné vers la personne, contact avec les yeux. Ces 2 points, ils sont liés typiquement à ce dont on a parlé tout à l'heure sur le non-verbal. Oui, en effet, si je regarde mon client et si j'ai bien le visage tourné vers lui, c'est que je suis bien en train de l'écouter. 2, utiliser des mots aussi tels que oui, je vois. Et ça aussi au téléphone, c'est important. C'est-à-dire, on garde le lien, on montre au client qu'on est toujours en phase d'écoute et qu'on est là pour prendre les informations qu'il nous communique. Et puis, bien sûr, une dernière petite technique, somme toute simple, mais également très efficace, c'est le fait de hocher la tête pour montrer de manière non verbale que l'on est bien sûr attentif aux informations que le client nous communique. Parlons maintenant de poser des questions et parlons plus particulièrement de la notion de questionner. Questionner, qu'est-ce que ça veut dire? 3 éléments importants dans le questionnement. Un, ça va me permettre, hein, c'est ce qu'on appelle aussi la méthode entonnoir, d'aller du général vers le particulier. C'est-à-dire que concrètement, les questions me permettent d'orienter de plus en plus pour m'assurer que je vais apporter un conseil personnalisé à mon client. 2, former des questions courtes. Plus la question est courte, plus on a de facilité, ou du moins plus le client a de facilité pour répondre. Et enfin, 3, éviter de poser 2 questions à la fois pour une raison très simple, c'est que lorsque je pose 2 questions à la fois, dans 90% des cas, le client il ne répond qu'à une des 2 questions. Donc, posons la première, attendons la réponse, posons la seconde par la suite. Au niveau du questionnement, vous avez 2 types de questions. Je suis sûre que vous les connaissez toutes par cœur. Parmi ces 2 types de questions, on parle principalement des questions fermées et des questions ouvertes. C'est assez simple, la question fermée, c'est la question à laquelle on répond toujours par oui ou non. D'accord? Est-ce que tu vas bien? Non, pardonnez-moi, c'est une question ouverte. Je suis tellement habituée à faire des questions ouvertes que du coup, je fais une question toujours ouverte. Une question fermée, tout est bon pour vous?
Logiquement, je pourrais répondre par oui ou par non. Elles sont utiles si on veut une réponse qui est sans aucun développement, hein. Donc concrètement, on répond par oui ou non, on ne sait pas plus. Attention quand même de ne pas les enchaîner pour éviter l'effet interrogatoire. La question ouverte, à l'inverse, elle, on vous le dit, hein, elle commence toute par QQOQCCP. Le qui, le quand, le où, le quoi, le combien, le comment et le pourquoi. Et ces questions-là, elles nous permettent, elles vous permettent de collecter de l'information de la part du client. Vous le comprenez donc, principalement dans votre questionnement vis-à-vis de votre client en office de tourisme, on devrait être plutôt dans une dynamique de questions ouvertes pour pouvoir collecter un maximum d'informations. Si on réfléchissait un petit peu aux questions qui sont dites essentielles en office de tourisme, celles en effet que potentiellement on devrait toujours avoir. Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Quelles sont-elles? Quelles sont les questions essentielles que tout conseiller en séjour doit collecter lorsqu'il est dans un échange avec le client? Mais également, quelles seraient les questions complémentaires que l'on pourrait être amené à poser, justement pour pouvoir collecter une fois de plus toutes ces informations, me permettant de pouvoir apporter les conseils pertinents, le conseil personnalisé et les bons plans. Toujours pareil autour de ce qui, de ce quoi, de ce où, de ce quand, de ce combien, comment et pourquoi. Si vous y avez un petit peu réfléchi, je vous propose de regarder ensemble potentiellement qu'est-ce qu'on pourra avoir. Dans les questions dites essentielles, l'une des premières questions que l'on devrait quand même poser à notre client, c'est: est-ce votre première venue sur notre destination? Cette question, elle est fondamentale parce qu'elle vous permet derrière, dans votre conseil, de pouvoir justement aller vers potentiellement de la nouveauté, aller vers les éléments que le client ne connaît pas encore. Et elle va tout de suite vous permettre aussi de savoir comment vous allez pouvoir, dans la communication, discuter avec le client. La deuxième, c'est aussi savoir le temps, la durée du séjour. Vous êtes là pour combien de temps? Quelle est la durée de votre séjour? Quelles sont vos dates de séjour? C'est une question effectivement qui est à poser, que ce soit en face à face ou à téléphone. Parce qu'en effet, si le client est là pour la demi-journée, si le client est là pour la journée ou si le client est là pour 4 jours, 5 jours, 6 jours, dans mon conseil, ce ne sera en effet pas du tout la même proposition que je pourrais lui faire. Enfin, il me faut aussi connaître dans les questions essentielles, ce qu'on appelle la typologie du client. Est-ce qu'il est en famille? Est-ce qu'ils sont des enfants, hein? Donc, êtes-vous en famille? Avez-vous des enfants? Quelles sont les personnes avec lesquelles vous venez en séjour? Pour au moins arriver à avoir l'identité et la typologie du client. Et puis, l'autre point important, c'est de savoir l'âge qu'ont les enfants. En effet, parfois, c'est une demande qui est peu formulée et qui va pour le coup avoir un impact négatif sur le conseil que vous allez proposer. Parce qu'entre une famille qui arrive avec des enfants dits en bas âge, 4, 5, 6, 8 ans, et une famille qui arrive plutôt avec des enfants proches de l'adolescence, et bien concrètement, les enfants n'ont pas les mêmes attentes par rapport à leur séjour, les parents non plus, et donc nos propositions peuvent être vaines et ne pas du tout être personnalisées. Enfin, il y a une question également essentielle qui est à poser et qu'on oublie souvent de poser, hein, c'est à un moment donné se centrer justement sur les centres d'intérêt du client. Qu'est-ce qu'il aime faire? Quels sont vos centres d'intérêt? Ça, c'est quand même une question forte à poser. Alors, je sais, là, ce que vous vous dites derrière votre écran, c'est: oui, mais Audrey, souvent, quand on pose la question, le client nous répond qu'il veut tout faire et qu'il aime tout. Très bien. À ce moment-là, continuons les questions pour un petit peu plus lui faire préciser. C'est ce qu'on a dit, du général vers le plus précis. Et vous verrez qu'arrive à un moment donné, on comprend qu'en effet, non, il n'aime pas tout, il a quand même des préférences et qu'on va donc pouvoir aller dessus. Ces questions essentielles, vraiment, elles doivent devenir, elles doivent être presque automatiques dans vos échanges avec le client, avec le visiteur, que ce soit au téléphone ou en face à face. Ça, c'est important pour pouvoir réellement identifier le besoin, la demande de votre client et ainsi vraiment être sur une approche personnalisée. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas qu'il peut y avoir tout un tas de questions complémentaires à poser, hein. Comment souhaitez-vous vous déplacer, hein, ou on pourrait aller sur une question fermée qui serait: êtes-vous véhiculé ou avez-vous une voiture? Là aussi, parce qu'en fonction des territoires,
le mode de déplacement est plus ou moins évident si on est en voiture ou au contraire si on va utiliser des mobilités douces. Et puis bien sûr, avez-vous déjà un hébergement? Ça peut être intéressant surtout lorsqu'on est sur un échange à distance pour faire la promotion de nos socioprofessionnels hébergeurs du territoire et de les mettre aussi en avant. Bien entendu, le questionnement peut parfois échouer, soyons clairs, tout simplement parce que le client n'a pas du tout envie d'y répondre. Et dans ce cas-là, je dirais libre arbitre. Le client a le droit de ne vouloir juste qu'une information très précise. Le client peut également ne venir que pour un plan spécifique et ne souhaite pas plus d'informations. L'essentiel, c'est que vous, en tant que conseiller en séjour, vous alliez au bout de votre compétence, au bout de votre métier, et qu'en tout cas, à chacun des clients, vous soyez proactif dans le traitement de la demande. Tout client qui rentre, on doit lui poser une question. Même un client qui rentre pour un plan, on doit être en capacité de lui demander: cherchez-vous quelque chose de précis? Avez-vous une adresse que vous cherchez? Et pas juste lui tendre un plan. On doit être proactif dans le traitement de la demande. Donc ça, c'est vraiment pour la notion de question. Je dois questionner, donc on l'a vu, des questions essentielles, des questions complémentaires. Après, bien entendu, vous formulez ces questions avec, comme on l'a vu tout à l'heure, votre système de référence, hein, c'est-à-dire avec qui vous êtes et la manière dont vous souhaitez le faire. Vous l'entendez quand même, j'espère. C'est quand même, hop, si je reviens, la question ouverte qui est quand même à privilégier parce qu'on n'oublie pas, la question ouverte vous permet de collecter les informations. Pour pouvoir apporter une réponse personnalisée à mon client, je dois bien sûr un peu avoir des infos. Combien de temps il est là, avec qui il est, est-ce qu'il a des préférences, est-ce qu'il a des centres d'intérêt, pour vraiment pouvoir lui apporter cette réponse personnalisée. Donc là, on est bien sûr dans les techniques d'écoute efficace, hein. On a dit comment est-ce que je montre une bonne écoute, hein. On en a parlé, hein, le hochement de tête, je réponds oui, bien sûr, je vois. Puis bien sûr, autre technique essentielle et importante, je pose des questions. Et puis enfin, bien entendu, on ne peut ne pas parler de la reformulation. Pareil, hein, souvenez-vous, en début de webinaire, on a parlé du schéma de la com. Qu'est-ce qu'on a dit sur la reformulation? C'est un outil de feedback. Ça me permet d'avoir un message retour. Donc, la reformulation, elle doit être faite au moment opportun, au moment où vous le sentez. Et cette reformulation, en fait, rappelez-vous que c'est pas juste répéter machinalement ce qui vient d'être dit par le client. C'est pas forcément d'être dans un mode perroquet, parce qu'au contraire, ça pourrait parfois énerver même mon client. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de reprendre les informations que j'ai collectées, les informations que j'ai récupérées grâce aux techniques d'écoute et de les structurer. Je vais les reprendre et puis je vais résumer les informations que j'ai eues. Je vais les structurer, c'est-à-dire potentiellement je vais les classer. Et puis, bien entendu, pour m'accorder verbalement avec mon client, je vais reprendre quelques mots-clés, c'est-à-dire me centrer sur l'essentiel pour pouvoir lui apporter des réponses. Typiquement, dans les mots-clés, ça pourrait être par exemple l'âge des enfants et bien lui faire comprendre que j'ai compris que les enfants avaient 2 ans et 4 ans, par exemple. Résumer, classer, se centrer sur les mots-clés, c'est ça concrètement, reformuler. Hop. Enfin, bien entendu, une fois que j'ai pu dérouler, on va dire, cet entretien de technique d'écoute, hein, je lui ai montré que j'étais à l'écoute, je l'ai questionné, j'ai reformulé, et je vais aller sur une étape complémentaire qui est l'étape d'élargir. Cette étape, elle est importante et elle est parfois, hélas, un petit peu oubliée lorsqu'on est conseiller en séjour. On peut parfois penser que ça y est, j'ai répondu au client, je lui ai apporté les informations et donc je peux aller à la conclusion. Pensez bien toujours à mettre en avant une nouveauté, un complément à l'échange. C'est ça la notion d'élargir. Proposez par exemple à votre client d'aller visiter la boutique ou de découvrir la boutique de produits si vous en avez une. Mettez en avant les programmes d'animation si vous n'en avez pas encore parlé avec lui. En attendant, ne le laissez pas juste repartir avec le conseil personnalisé. Allez un petit peu plus loin, poussez pour qu'il ait aussi envie de tester, d'identifier, de profiter au maximum de son séjour chez vous et donc d'élargir, c'est quand même important. Cette notion d'élargissement, parfois certains conseillers en séjour sont un peu frileux avec elle parce qu'en effet, il y a du monde qui attend derrière et qu'on se dit, il me faut surtout gérer la notion d'attente. Voyez bien que l'élargissement peut être très rapide, très court,
et surtout donner aussi envie aux clients, bah, pourquoi pas, de revenir à l'office, de tester une nouveauté, voire même parfois, dans certains cas, ça peut être de revenir sur la destination. Et ne l'oublions pas, vous, les conseillers en séjour, un de vos objectifs, bien sûr, c'est quand même de vendre votre destination. On arrive donc dans votre rôle à la notion de la conclusion. En effet, j'ai donc élargi, j'ai donc apporté le petit plus à mes clients, je peux donc conclure. Et conclure concrètement, c'est quoi? Ben, conclure, ça va être un questionnement potentiellement fermé à son client. Déjà, on doit s'assurer, est-ce qu'il a d'autres questions, est-ce qu'il souhaite d'autres renseignements? Concrètement, vous devez vous assurer que vous avez apporté toutes les réponses satisfaisantes à votre client. Et puis, bien sûr, j'ai mis proposer votre questionnaire pardon, ou un autre support d'écoute client. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Pardonnez-moi, je vois que le support, hop, ne s'est pas mis. Voilà. Donc, je vous disais, hein, on conclut par une question. Avez-vous d'autres questions? Souhaitez-vous d'autres renseignements? Et puis derrière, on en vient sur le questionnaire. La majorité des offices de tourisme d'Occitanie sont engagés dans une démarche d'excellence. Hein, et dans cette démarche d'excellence, il est attendu, en effet, de collecter aussi un retour de satisfaction des clients qui passent à l'office de tourisme. Donc, dans chacun de vos offices de tourisme, vous disposez d'un outil, quel qu'il soit. Hein. Alors, c'est un questionnaire, c'est un QR code, c'est une carte pour aller sur Google My Business, en tout cas pour déposer un avis. Sachez quand même qu'un de vos rôles, quelque part, une de vos responsabilités, c'est aussi quand même d'être une fois de plus très proactif dans cette distribution. Le client de lui-même ne le prend pas, ne le prendra pas. À vous donc également de solliciter le client et de lui proposer. Et donc, bien sûr, une fois que vous lui avez proposé avec vos termes, avec vos mots, hein, cet outil, ben, il arrive le moment où on va pouvoir saluer aimablement le client et donc conclure complètement votre accueil et traitement de la demande. Allez, si on arrive au récap de toutes les étapes qu'il faudrait en effet faire pour être le meilleur conseiller en séjour et donc apporter la satisfaction totale à l'ensemble des clients qui passent par l'office. La première des étapes, on en a parlé, c'est saluer le client dès son entrée dans l'office de tourisme. Ça, vraiment, c'est un point essentiel. Soyez-y tous et toutes très attentifs. Nous savons bien sûr qu'un conseiller en séjour dans un office de tourisme peut aussi avoir d'autres missions, notamment des missions de répondre à des mails, de gérer la statistique ou tout autre dossier complémentaire à traiter. Mais soyez attentifs, le métier de l'accueil, c'est un métier qui veut en effet qu'on soit toujours au devant du client. Donc, quand un client rentre dans votre office de tourisme, vous devez toujours relever votre tête, vous lever directement si ça fait partie des principes, en tout cas lui montrer par un regard, un geste, que vous êtes là pour lui et disponible. Ça, c'est important dès qu'il rentre. Enfin, on en a parlé dans les savoir-être du conseiller en séjour. Là, bien sûr, on accueille le client avec le sourire. Hein, c'est quand même la meilleure manière pour véhiculer le message d'accueil. Et puis, bien entendu, d'entamer le dialogue avec lui avec un fameux mot, un mot d'accueil. Hein. Potentiellement, je vous dis, ne vous contentez pas juste de dire bonjour, mais soyez effectivement dans cette dynamique française dite de politesse où on va quand même saluer en disant bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour les enfants, voire peut-être même bien identifier s'il n'y a pas des salutations spécifiques dans votre office de tourisme qui pourraient être déjà aussi de saluer par rapport à la destination. Toujours dans ces étapes clés, pensez également que si vous êtes occupé, ça peut être d'ailleurs avec un autre client, hein, malgré tout, là aussi, tout comme on l'a vu dans le 1, on salue le client dès son entrée, on essaye par un geste, un hochement de tête, un sourire, un regard, de montrer à un client qui arrive que nous l'avons vu et que nous allons le prendre en charge. Ce point 4, il est très important dans la notion de la gestion de l'attente. Hein. On identifie clairement aujourd'hui qu'un client que l'on a pris en charge par le regard, un geste, un sourire, en tout cas lui montrant qu'on l'a bien vu,
va avoir une capacité à attendre plus importante que si il est passé tout simplement inaperçu. Donc c'est vrai que parfois dans certains offices, il y a beaucoup de flux de clientèle, beaucoup de circulation. Soyez-y attentifs. Pensez bien que juste le fait de l'avoir regardé un instant, de lui avoir fait un geste, va lui faire passer l'attente de manière plus agréable. Enfin, n'oubliez pas non plus de montrer votre disponibilité hein, pour proposer bien sûr votre aide, hein, un peu, voilà, hein, quand le client fait le tour potentiellement de l'office, fait le tour des brochures de manière totalement autonome. Pensez également à lui proposer votre aide hein, pour l'inviter à venir vers vous. Il sera toujours mieux conseillé par vous que par une brochure en totale autonomie. Et puis, bien sûr, ça reste bien sûr dans la lignée du 1, du 3 et du 4. Donnez toujours, toujours, toujours la priorité aux visiteurs, aux clients. Et c'est bien sûr tout travail administratif. Ça, c'est aussi un point essentiel. Dans les étapes qui suivent, bien sûr, vous vous en doutez, vous le savez, je pense également qu'on vous l'a déjà formulé. Veillez à ne pas entretenir de conversations personnelles devant le client, potentiellement au téléphone ou avec des collègues. Soyez-y très, très attentifs parce que si vous, vous êtes immergé dans votre structure, le client qui rentre dans l'office, il voit tout, il entend tout et ce serait perçu comme négatif. Bien sûr, souvenez-vous, 38% de votre communication est paraverbale, hein, toute la sphère de la voix. Donc, essayez, soyez toujours dans cette intonation chaleureuse, hein, faites preuve de courtoisie et d'amabilité vis-à-vis du client. C'est aussi ça, hein, l'importance, bien sûr, de l'accueil. Et bien sûr, pour que votre intonation soit la plus performante possible, s'il vous plaît, on évite de boire ou de se restaurer devant le client, hein. Et pire que tout encore, parce que malheureusement, ça arrive encore, on identifie ça, on ne mâche pas de chewing-gum lorsqu'on est devant un client. Alors, ça peut paraître un peu simple, voire enfantin de repositionner ce point numéro 9, mais sachez en effet que ça peut encore arriver et que c'est quand même très, comment dire, très impoli vis-à-vis du client. On en a parlé bien sûr dans ces étapes hein, de traitement. Là, on rentre plus dans la partie du traitement de la demande. C'est soyez également à l'écoute du client. N'oubliez pas, ça fait partie du métier concret du conseiller en séjour, hein, cette notion du traitement. Donc, bien écouter le client, c'est reformuler sa demande, c'est le questionner afin de mieux cibler ses attentes et d'y répondre d'une manière pertinente, d'une manière personnalisée. C'est vraiment le but hein, de la mission du conseiller en séjour, c'est d'apporter un conseil personnalisé à son client. Si par le plus grand des hasards, vous êtes face à un moment donné à un client un peu agressif, ce qui peut arriver, hein, surtout faites preuve de patience et évitez autant que possible de vous emporter. Si vous-même vous vous emportez, l'agressivité va elle-même ne faire que croître et qu'augmenter. Donc, veillez là aussi plutôt à parler plus doucement. Et si vraiment le client se montre trop agressif, voyez également, bien sûr, pour passer le relais potentiellement à votre responsable hiérarchique pour gérer cette situation. Voilà. Dans votre communication avec votre client également, veillez à ne pas utiliser de vocabulaire négatif. Hein, et voilà, recherchez l'information si celle-ci, vous ne l'avez pas ou si elle n'est pas disponible. On évitera toujours de dire à un client « je ne sais pas ». On privilégiera toujours de dire à son client « je vais me renseigner ». Ça, c'est une phrase aussi que vous devez vraiment bien avoir en tête. Quand au client on lui dit « je ne sais pas », potentiellement malgré toutes les informations positives que vous lui aurez communiquées, il restera focus uniquement sur cet élément-là. Allez, il nous reste encore quelques éléments à regarder ensemble. 3 points complémentaires dans le récap, en effet, des actions à mener. Donc, en effet, si le client demande un plan de ville également, pensez bien à lui demander s'il recherche un lieu spécifique afin de lui indiquer sur le document. C'est-à-dire, une fois de plus, on n'est pas passif hein, quand on a l'accueil d'un office de tourisme. Notre but, c'est d'être là pour le client. Donc, je suis toujours dans une dynamique proactive, j'essaie toujours de lui proposer quelque chose. Bien sûr, si le client parle une langue étrangère que vous ne maîtrisez pas, pensez à passer le relais à un de vos collègues ou à une de vos collègues afin bien sûr que l'échange puisse se faire. Et puis, on n'oublie pas de clore le dialogue de manière avenante, en remerciant le client de sa visite, en lui proposant bien sûr l'outil d'écoute et en lui souhaitant un agréable séjour. En suivant l'ensemble de ces étapes, vous allez pouvoir apporter
un conseil le plus personnalisé possible aux clients, les satisfaire et donc bien entendu vraiment faire de votre métier de conseiller en séjour un métier à forte valeur ajoutée. On arrive déjà à la fin de ce webinaire. Donc, je vais vous remercier de votre attention et comme c'est de règle d'habitude, je vous invite, voilà, peut-être à poser des questions. Si vous avez des questions, on a à peu près encore 5 bonnes minutes pour les questionnements. En tout cas, merci Audrey pour tous ces éléments, même si la majorité des personnes présentes sur ce webinaire connaissent tous ces fondamentaux de l'accueil. C'est toujours important de rappeler donc ces techniques-là qui nous permettent ben, de mieux accueillir donc effectivement nos visiteurs. Comme on l'a précisé, il y a effectivement les questions-réponses, mais que ce soit Audrey ou moi-même, on reste à votre entière disposition. Vous retrouverez donc ce support sur le site du CRTL, puisque bien évidemment, ce webinaire est enregistré. Et comme je le dis souvent, utilisez ces outils qui vous permettent de progresser, de le montrer aux collègues, de le montrer aux nouveaux entrants, hein. C'est vrai que avant la saison touristique, on a souvent des stagiaires. Donc, je vous invite vraiment à diffuser, à rediffuser ce support qui va nous permettre d'avoir un accueil d'excellence. Audrey, je ne vois pas de questions, donc on va clôturer ce webinaire en te remerciant infiniment, en te souhaitant un bel été et on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles aventures autour de qualité, destination d'excellence. Merci à tous et bonne journée. Très bonne saison!